Aujourd'hui, je m'entretiens avec Yves Deschambault. Yves va nous parler de ses différentes missions, mais également la façon dont il voit la vie. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. D'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des forces? C'est l'influence de famille. Mon père, il était artilleur. Puis c'est ça, entre amis de la famille. Mon grand-père aussi, il était, je crois qu'il était mécanicien durant la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'a pas été de l'autre côté. Puis c'est ça, entendre toujours parler de mon père et ainsi de suite, ça m'a donné l'influence. Ensuite, après que j'ai fini le secondaire, je voulais m'orienter dans quelque chose, puis on pourrait quasiment dire vivre un peu de l'aventure. Donc c'est ça qui m'a emporté à choisir le métier. À ce moment-là? J'avais 18 ans. Okay. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même là, relativement jeune retraité des Forces armées. Oui, je suis retraité depuis depuis 2010, je suis retraité. Donc ça fait 7 ans que je vis dans la vie civile, qu'on peut dire. Parlez-moi de votre première mission. Comment on se prépare à partir en mission quand, dans le fond, on ne connaît pas le déroulement? Comment on se prépare au plan familial, au plan social, parce qu'on va quitter nos amis? La première mission, c'était en 92. On était le deuxième contingent canadien qui est rentré en Bosnie. J'étais avec le 2RCR, donc c'est le CANBAT 2 qu'on l'appelait, le bataillon canadien. La préparation, là, de mon niveau, là, il n'y en avait pas beaucoup. Ça a été, on pourrait quasiment dire, ça a été vite. On est garoché. Il m'a envoyé avec la compagnie L à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Puis tout ce que j'ai fait, moi, durant ma préparation, c'est on a rempli les conteneurs d'approvisionnement en conséquence de se rendre à la mission. Donc, je peux vous dire que la première mission, c'était vraiment on y va. Il n'y a pas de préparation. Là, les fantassins en tant que tels, et ainsi de suite, eux autres, il y avait leur petite préparation. Mais par contre, nous autres, on est comme support. On a été empruntés à l'unité de soutien. Donc, c'était plus aider en arrière-scène, qu'on peut dire. Là. Et comment on se prépare avec notre conjointe? Est-ce que vous aviez des enfants? Oui, bien, vu que je crois que j'avais 19-20 ans. J'avais une blonde à l'époque. C'était quasiment un choc quand j'ai annoncé que je partais en mission. On venait juste de se connaître à peine. La préparation, je peux pas vous dire qu'il y avait une grosse préparation. Honnêtement, là, c'était vraiment, c'était vite, puis il fallait qu'on roule. Donc, aussitôt que j'ai annoncé ça, ça a pris quelques semaines. J'étais déjà décollé pour le Nouveau-Brunswick. On a passé quasiment tout le temps au Nouveau-Brunswick. Je suis revenu, fait mon congé, puis je suis parti en Bosnie. Ouais. C'était quoi la situation en Bosnie à l'époque, en 92? En tout cas, il y a eu toujours des oui-dire à travers des branches, je veux dire, pardon. La mission en tant que telle, c'était juste aide humanitaire. Il y avait déjà un contingent canadien qui était là. Puis nous, on était le deuxième contingent. Mais quand on est arrivé, tout l'équipement n'était pas encore rendu en Bosnie. On vivait quasiment sur le dos de l'autre unité. Par la suite, on est rentré à Visoko, à Kiseliak, dans ce coin-là. C'était une préparation. Donc, la mission, c'était vraiment une présence Nations Unies. Puis nous, on préparait quasiment le terrain pour les futurs qui arrivaient par la suite. Ouais. Et lorsque vous êtes arrivé en Bosnie, est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que c'était complètement différent ou... Mais on est jeunes, hein? On est comme, on cherche quasiment l'aventure instantanée. Avec qui que j'étais, on était un petit groupe, puis on était le QM de bataillon. Donc, la mission en tant que telle, nous autres, ça supportait les fantassins et ainsi de suite. La mission en tant que telle, pour moi, là, c'était vraiment plus à l'intérieur du camp. C'est l'approvisionnement, recevoir l'équipement et ainsi de suite. Là. La deuxième mission, par exemple, en 95, ça, c'était différent. Ça, je ne sais pas si... Quelle raison? On était... Parce que moi, je suis un artilleur du 5e RALC, puis c'est l'artillerie. Par contre, on a commencé à avoir l'équipement du mortier, ainsi de suite. Donc, quand on était en 95, on était là
comme présence d'une compagnie, mais on appelait ça une batterie d'infanterie. OK. Ben, c'était une compagnie d'infanterie. Là, c'est là où on était, on surveillait les terrains, on surveillait, s'assurer que la zone, la buffer zone qu'on appelle, était respectée. Tout mouvement, les allées et venues, de tout ce qu'on pourrait voir comme les belligérants, et ainsi de suite, on rapportait. On avait des checkpoints, on avait dans les montagnes, on avait des postes d'observation. Aussi, on était sur les routes principales pour les allers-retours des véhicules. Fait que c'est un peu plus dangereux qu'en 92. Oui, en 92, c'était dangereux dans le sens que, tu sais, on se faisait constamment tester. T'sais, on roulait en véhicule, puis à tout bout de champ, on recevait des coups de balle. On ne pouvait pas répliquer à cause des règles d'engagement. C'était plutôt, on était toujours sur nos watch. On était craintifs un petit peu, mais comme que je vous dis, on était jeunes, donc c'est l'aventure. Hein. En 95, la mission a changé en plein milieu de la mission. On était avec UNPRO 4. Ensuite de ça, on est allé avec l'OTAN. Donc, en plein milieu de la mission, là, c'est quasiment les Britanniques, ainsi de suite, eux autres, ils ont vraiment été à Sarajevo, faire ce qu'il y avait à faire. Puis nous, on était encore là en tant que maintien de paix, casque bleu. Par contre, la mission avait changé, puis c'est là où ça a commencé avec le I4, S4, ainsi de suite. Là. Et quand on revient d'une première mission, ou même celle de 95, est-ce que le Yves Deschambault a changé? Est-ce qu'il se rend compte qu'il a changé? Sa famille se rend compte qu'il a changé ou c'est le même jeune fringant qui est parti en mission? Ça serait peut-être la famille qui pourrait vous le dire. Moi, j'étais carriériste. Je voyais juste ma carrière. Oui, j'ai changé, ça c'est sûr et certain. Surtout que, tu sais, comme je vous dis, je pense que j'avais 20 ou 21 ans. La vie pour moi était totalement différente. Isolé pendant presque 7 mois, là, chaque mission, là, surtout la première. Quand je suis revenu, je voyais la vie d'une autre façon. Et est-ce qu'on en parle avec ses collègues quand on revient? Ou on garde ça pour soi? On n'en parlait pas bien. On riait, on rit ou on riait entre nous autres. On se lançait des petites jokes. Mais je peux pas, de mémoire, là, je peux pas vous dire vraiment qu'on parlait de la mission en tant que telle. C'est plus que quand on est en mission, on parle beaucoup de nos familles. On s'ennuie, les projets qu'on va entreprendre quand on est de retour. On est quand même isolé. Tu encages quelqu'un pendant 7 mois de temps. Quand il revient à la civilisation, c'est comme tout à fait, c'est quasiment le cirque. Là. Mais changer, oui, je pense que c'est là où j'ai vraiment commencé à m'isoler un peu. C'était comme, je gardais mes pensées à moi. Là, mais comme je vous dis, on est jeunes, on est là pour justement ça, l'aventure. On s'enrôle justement dans l'armée parce qu'on veut vivre ces expériences-là, et ainsi de suite. Là. Comme je vous dis, c'est probablement les familles, la famille proche qui pourrait vous dire là, comment est-ce que j'étais, mais je le sais que j'avais changé quand je suis revenu. Là, je voyais la vie vraiment d'un autre côté. Là. Et votre conjointe à l'époque, en 80, votre première mission, est-ce qu'elle était toujours là au retour? Oui, la deuxième mission était là de retour. Ensuite de ça... Elle a appris à vivre avec un militaire. Oui, ça l'a appris quand même assez vite parce que quand on s'est connus au début... j'étais au Lac-Saint-Jean, puis il y a eu les feux de Bécomo. Donc, le téléphone a sonné, puis il fallait qu'on rentre. Donc, je suis parti. C'est là où je pense qu'elle a vraiment réalisé que, tu sais, j'étais avec un militaire, tu sais. C'est ça. Parlons maintenant de votre mission en Afghanistan dans les 2007-2008. Oui. Comment on se prépare à cette mission-là, sachant que c'est un peu plus dangereux? La situation était quand même différente des autres missions. Comment on se prépare? Plan familial, personnel aussi? La mission en Afghanistan, cette mission-là, c'était vraiment axé sur le combat. La préparation, moi, j'avais été muté entre-temps de mon unité. Je suis parti de l'unité 2001 jusqu'en 2005. En arrivant, c'était go, les cours, parce que ça faisait quand même 4 ans que j'avais... Moi, je suis un métier spécialisé.
Fallait que je me remets à jour dans tout l'équipement qu'on venait juste de revoir. Les unités, ça faisait un bon 4 ans qu'ils s'organisaient, donc c'était un gros bourrage de crâne. Ensuite de ça, la planification, les procédures de bataille, et ainsi de suite. Ça a été beaucoup. Quand je suis arrivé sur le terrain en Afghanistan, on peut quasiment dire que je suis arrivé brûlé. J'étais épuisé, là, sauf que de l'entraînement, parce qu'il y a beaucoup de montées en puissance. Puis en plus de ça, il y avait eu une montée en puissance auparavant, mais ça avait été retardé, donc on était, on peut dire stand-by. Une montée en puissance? Une montée en puissance, c'est justement une préparation pour aller en mission, là. Donc c'est le terme qu'on utilise à l'époque, là. Je ne sais pas si on l'utilise encore, ça fait quand même 7 ans que je suis retraité, là. Mais c'est ça, rendu en Afghanistan, c'était... Si on revient à la préparation, on prépare notre conjointe. Est-ce que vous aviez des enfants? Ah non, oui. Moi, j'ai eu un divorce entre-temps, les démissions. J'avais un garçon à l'époque. En 2007, il avait 7 ans. Lui, la préparation, moi, puis mon ex-conjointe, il dit pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Moi, c'était plus, on va juste dire que papa, il s'en va aider les gens, puis, je vais être parti pendant X nombre de temps. Elle a essayé de ne pas écouter les nouvelles, parce que je voulais pas, il n'était pas nécessairement dans le milieu, lui, il demeurait à Sainte-Foy, donc il n'était pas dans le milieu comme mon plus jeune aujourd'hui. Il est sur la base à l'école, donc il voit beaucoup plus. Absolument. Mais lui, c'était comme, papa il est parti, puis je voulais pas l'inquiéter. C'est ça mon but. Ma conjointe que j'avais à l'époque, quand je suis parti en Afghanistan en 2017, ça a été un peu, ça a été roche. Elle était enceinte, donc on a même provoqué mon garçon une semaine en avance. On était avec toutes les procédures du médecin, ainsi de suite. Tout était correct là, de ce niveau-là. Mais aussitôt qu'elle a accouché, moi, c'était sur l'avion, puis je suis parti. Je suis allé m'entraîner dans les États-Unis. Ça a été difficile un petit peu, celle-là. Parce que là, j'étais en mission avec des enfants comme en arrière de la pensée toujours. Là, donc, il y a beaucoup de fois, là, lorsqu'on était, on peut dire, au combat, tu as toujours la petite arrière-pensée en arrière de notre tête, là, nos enfants. Là, ouais. Et lorsqu'on arrive en Afghanistan, j'imagine que c'est un peu différent de ce qu'on avait imaginé, ou c'est absolument ce que vous aviez en tête? L'Afghanistan, pour moi, c'était... c'est un changement. C'est vraiment... ça a changé ma vie. On le savait qu'on y allait là, puis on était pour avoir des blessés, on était pour avoir des... Et ça, est-ce qu'on en discute entre oui. frères d'armes, sœurs d'armes, oui. ou même dans l'avion? Dans l'avion, la réalité, qu'il était pour avoir des blessés, il était pour avoir des morts au combat, on en parlait. Moi, surtout, comme je vous dis, on était spécialisés, nous. Mais mon métier, c'était le support. J'emmenais le support aérien et ensuite l'artillerie. Donc, on était en avant avec les fantassins. Mes gars, moi, c'est justement... on était assez ouverts pour... on se préparait. Les rencontres auparavant, moi, personnellement, là, j'avais l'impression que je m'en allais là, puis c'était fini. Là, mais j'avais dit aussi que je m'en allais là pour aider. Je m'en allais là aider mes confrères, mes frères, mes sœurs d'armes. Justement, Yves, parlons-en de cette mission-là en 2007. Vous avez quand même été témoin d'accidents graves. Oui. Ils disent, psychologiquement, un soldat doit être sur le terrain, je crois que c'est une vingtaine de jours pour s'adapter à l'environnement. Nous, quand on est arrivés, en dedans de 24 heures, j'étais déjà sorti avec mon équipe, mon détachement. Ça a été beau. Ça a été un gros rush. Oui, on a été chanceux malgré tout, parce que je crois qu'on était au-dessus de 19 missions de combat qu'on a fait. Chaque combat, je peux vous dire que ça dure entre 5 et 10 jours, parce qu'on allait prendre du terrain. Ensuite, on préparait le terrain.
Puis on nettoyait autour du terrain, puis on gardait le terrain. Donc, ouais, pour récapituler la question, là, la première vraiment mission de combat que le groupement tactique du 3e R22R, c'était le 22 août. Donc, c'est là où on a perdu justement Mario Mercier. Puis, Il faisait partie de votre équipe? Oui, il faisait partie de mon équipe. Ben, il faisait partie de l'équipe de combat quand on était là. J'étais en support avec le major Aboud. Lui, c'était le major le commandant de la compagnie. Puis j'ai perdu un frère proche pour moi. C'est un frère, mais c'est Christian Duchesne. On l'avait baptisé Conan. Ça a été difficile, celle-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, la procédure de combat, c'est toujours environ une semaine. Ensuite de ça, la journée a débuté assez tôt le matin. Toute la journée, on avançait, puis c'est protection de la force. On minimisait les dommages collatéraux, surtout sur le terrain aussi, autant pour nous et pour l'endroit où on rentrait. Ça a été une dure journée. On était sous contact quasiment au lever du soleil. Puis c'est vague un petit peu de mémoire, mais on avait à rentrer dans un enclos. Puis il fallait prendre un point stratégique sur le terrain. Ce point-là avait été auparavant pris par les Canadiens, sauf qu'ils ont perdu le terrain durant la mission précédente. Puis il fallait reprendre ce terrain-là parce que c'était un point stratégique, comme vous dites, sur le terrain. On le savait qu'il y avait probablement eu des IED qu'ils appellent, là, des explosifs improvisés. Puis il y a eu des petits manques de communication parce qu'on avait les tangos, qu'on les appelle les tanks, les léopards. C'était une unité anglophone. Donc, tu sais, on était anglophone, francophone. Mais là, avec tout ce qui s'est passé durant, tu sais, c'est un combat, veut pas, hein? Ça va vite. Ça va vite, oui, très vite. Ça peut durer 12 heures, mais ça paraît comme si ce serait 12 minutes. La communication a eu lieu, fallait rentrer rapidement, le coucher du soleil s'en venait, il fallait prendre cet objectif-là. En rentrant dans cet objectif-là, moi, mon but, c'est faut que j'aille dans une position haute pour observer. Mais le major de l'unité avait rentré dans mon véhicule pour rentrer, puis il a dit non, vous allez vous installer à l'intérieur du périmètre, juste ici à droite, si on ne sait pas, il n'est pas encore dégagé le terrain. Puis il y avait déjà eu un véhicule blindé qui a monté avec le véhicule d'ingénieur. Puis le troisième véhicule, c'est justement le véhicule qui est en arrière de moi. Eux, ils sont préparés pour monter, mais on les a fait arrêter. Mais c'est à ce moment-là où tout a changé. L'explosion, ça l'arrêtait là. On dirait que c'était quasiment les talibans, c'était quasiment leur... yes, on les a eus, tu sais. Ça a été... ouais. Ils ont demandé à faire un deuil, quasiment en 24 heures. Là, la mission, c'est avant tout. Hein. Donc, tu sais... Aussitôt que c'est arrivé, ces événements-là, les procédures, on a tout suivi quasiment à la règle d'or, qu'on peut appeler. On est allé faire la cérémonie de la rampe. Je crois que vous êtes familier avec la... On est rentré sur le camp, puis ouais, ça, c'est un événement là, que je peux vous dire là, que ça va rester imprimé assez longtemps. Là. Est-ce que c'est vous qui étiez responsable de ces gens-là? Est-ce que c'est vous qui étiez en tête? Ou... Non, il y avait... Moi, j'étais comme il appelle ça un 2IC. J'étais sergent de détachement, commandant de détachement de Golf 1-2. On les appelle, on s'est baptisé The Original, Golf 1-2. J'avais mon capitaine qui était avec moi. Lui, on était responsable de nous-mêmes. Puis, chaque équipe spécialisée avait les responsabilités, mais sous les commandements du commandant de la compagnie. Donc, et qu'est-ce qu'on se dit entre collègues quand une chose comme ça arrive, quand on revient au campement, parce que vous le disiez un petit peu plus tôt, c'est la mission continue, là. On doit faire le deuil, puis après ça, on doit continuer en étant en mission. Comment on réussit à faire un deuil et qu'est-ce qu'on se dit entre collègues?
Entre collègues, on essaie de s'aider mutuellement. Là, on peut, on se montre le moral. Mais on est quand même endoctriné, on est entraîné pour vivre l'extrême. On se parle, si vous avez des crottes, si vous avez, le padri était là. Le padri, c'est sûr et certain, si on avait besoin justement de parler avec, il était disponible. Il n'y a rien vraiment que je peux vous dire là, qui peut faire en sorte, là, il y avait un vide. Là. Mais je parlais avec mes gars, mais j'étais quand même exigeant aussi. Là, eux autres aussi, ils voyaient que moi, ma mission, c'était ramène tous mes petits bonhommes. Là, je les appelle mes petits bonhommes là, à la maison. Puis essayer de les supporter le plus possible. Mais il faut continuer. Le train de vie était quand même assez élevé, comme je vous ai dit. C'était au-delà de 19 combats qu'on a fait. Là. Donc, ça bouge. Je pense que la semaine d'après, on était déjà en train de faire une autre mission. Fallait à tout prix prendre ce terrain-là. Ça a été une réussite, mais avec les blessures, les casualties. Là. Excuse-moi la terminologie anglophone, là. Mais ouais. Ça ramène des petits souvenirs là, qu'on essaie d'oublier. Là, on les met sur notre tableau en arrière de notre tête. Là. Et pourquoi on essaie de les oublier? Ben, c'est quelque chose que, c'est une cicatrice. Ça fait partie de notre vie, sauf que c'est quelque chose que c'est douloureux. C'est un deuil. C'est comme tu perds un membre de ta famille. Pour moi, ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais justement, parlons du retour. Quand on revient de cette mission-là, qu'est-ce qu'il y a de changé? Est-ce que le Yves Deschambault est le même lors du retour de ses missions, de ses premières missions? Ah non, j'ai vraiment changé. Là. C'était quasiment un 180. Tu te questionnes beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce qu'on aurait pu le faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous vous sentiez responsable? Oui, puis j'avais... chaque personne est différente. Moi, j'avais comme... au début, j'avais comme une honte. Pourquoi j'ai été aussi loin? J'étais une machine, même lors des combats en Afghanistan, j'étais rendu... C'était dangereux pour moi, qu'on peut dire, là, parce que je prenais des risques inutiles. J'étais au-dessus de mes moyens. Je savais exactement, OK, on va rentrer ça comme ça. Puis, quand je suis revenu, par exemple, la réalité revient. Hein. Là-bas, tu as juste toi puis ton équipe. Mais quand tu reviens ici, c'est complètement différent. Là. Écoute, les responsabilités familiales. J'ai ma conjointe à l'époque. Mon bébé... mon enfant, il avait même pas 1 an encore, là, puis c'est papa, puis je le tenais, puis il me regardait, puis il y a eu beaucoup de... Là, mais moi, mon problème, comme je vous ai dit au début, j'étais arrivé là brûlé, j'étais fatigué, j'étais saturé. Quand je suis revenu, on dirait que c'était comme une grosse vague qui est comme, il m'a emporté, là. J'étais plus capable de lire quelque chose. Il fallait toujours que je reprenne. L'isolement, c'est là où ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Je me suis reconcentré sur moi-même, sauf que c'est mon entourage qui voyait qu'il y a quelque chose qui va pas. Là. Sauf que moi, ça va pas bien. Là. Surtout que quand j'essaie de faire mon travail lors du retour, là, j'avais de la misère. Comme je vous dis, je lisais, puis j'étais pas capable de finir ma phrase, fallait que je reprenne, puis il y a quelque chose qui allait pas. Donc c'est là où signe d'alerte, un peu, ça va pas bien, là, je m'en retourne. Puis en plus, mon ex-conjointe était militaire. Okay. Donc en arrivant, elle est partie 3 mois sur un cours en Ontario, puis j'étais pris avec mon garçon. C'était beaucoup, là, là, j'ai dit non, il faut que j'aille consulter. J'ai comme passe. À l'époque, t'étais pas un homme si t'allais au médical, t'allais te consulter. À cette heure, ça a changé. Avant, les émotions, les sentiments, c'est quoi ça? Non, c'est une douleur, on continue le chemin. T'sais.
Mais non, moi, c'est parce que c'est grâce à mes enfants. C'est eux là, qui font en sorte que j'ai dit non, 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 il faut que j'aille. C'est problématique. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le cerveau. Là. Donc, j'ai été dû consulter. Les ressources sont là. Absolument. Sont là, oui, sont là. C'est juste que, tu sais, faut sortir de notre isolement. Là, absolument. Mais justement, le Yves Deschambault aujourd'hui, c'est quoi ses projets? Comment il vit au quotidien? Il a réalisé qu'il avait besoin d'aide, mais maintenant, c'est quoi le quotidien pour... Le quotidien pour moi aujourd'hui, je prends la vie, je me lève le matin, puis une journée à la fois. C'est une nouvelle journée. Mon but, j'ai beaucoup de misère à retrouver un but, un sens. J'ai accepté. J'ai essayé de retourner avec le programme de réhabilitation, réadaptation. On a ce programme-là. Je suis obligé d'abandonner, encore une fois, malgré tout, le 20 ans de service, c'est des commotions cérébrales au niveau du cerveau, ainsi de suite, ça m'agane. Puis, rendu à un certain âge, retourner le banc d'école, là, c'est pas toujours évident. Puis comme je vous dis, moi, j'étais une machine, donc j'ai essayé de prendre un cours, puis même le professeur à l'école, j'étais comme « T'es qui, toi? Je suis pas trop sûr. » là, t'sais. J'étais encore dur avec moi-même, puis j'étais dur avec mon entourage. Donc c'est là où, tu sais, non, on prend un autre recul, on consulte. Le but aujourd'hui de votre rencontre, c'est une des raisons, là, vous me demandez le but. Je vois beaucoup de mes frères et mes sœurs d'armes qui souffrent en silence, puis le gros sourire, puis let's go, tu sais, la vie est belle, mais en dedans, là, non, ça va pas bien, tu sais. C'est le dernier suicide de Carl Jason Dunphy. Là, j'ai dit non. J'ai mis un X, là, j'ai dit non. Ça va faire, là, faut que je fasse de quoi. Est-ce que vous étiez toujours en contact avec lui? Oui, ben, tu sais, comme moi, je suis un passionné de la moto. Tu sais, puis lui aussi, d'ailleurs, tu sais, il était passionné de la moto, puis il reprenait goût de vivre, mais il est allé s'isoler. Puis en s'isolant, c'est les pires choses à faire. Il était loin, il était à Edmundston, donc il n'était pas proche. Puis comme j'avais déjà expliqué aux gens, quand c'est arrivé cet événement-là, j'ai fait 20 ans dans l'armée. Donc, j'avais 18 ans quand je quittais de la maison. Ma famille à la maison, c'est différent. Puis l'armée, c'était ma famille. Donc, si on s'isole à quelque part, moi, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. Surtout que tu passes 20 ans de ta vie avec un groupe. Eux, c'est votre famille, puis après ça, tu t'éloignes, il faut que tu restes proche. Lui, je peux pas vous dire qu'est-ce qui a poussé. On a chacun une vie. Mais moi, je me suis donné une obligation. C'est là où j'ai dit, OK, là, faut que je fasse de quoi? Parce que oui, il y en a des ressources. Faut sortir de notre isolement. Puis j'ai ouvert un blog. C'est récent, c'est nouveau. Je peux quasiment faire une promotion, promouvoir mon blog. C'est www.veteritas.ca. Veteritas, c'est une signification, c'est un vétéran, une vérité. Donc, c'est un rassemblement. J'ai créé ça avec un réalisateur que j'ai rencontré entremise d'un ami. Cette personne-là, quand j'ai dit, je me donne l'obligation, je m'oblige à sortir de mon isolement pour aider le mieux que je peux, de la meilleure façon que je peux. C'est quasiment comme un sergent, un NCO dans l'armée. C'est le backbone, c'est la colonne de l'armée, c'est le sergent. J'ai créé ce blog-là avec mes idées. Je peux être assez flyé dans mes idées. Ce réalisateur-là, il me suivait sur Facebook pendant des années, puis il dit on y va, 100 000 $. Puis moi, le but là-dedans, j'explique un peu ma vie dans l'armée. Puis j'ai aussi toutes les ressources nécessaires. Puis j'ai tout pris ça, c'est moi uniquement, là, avec le réalisateur, que je vais aller les chercher. Moi, je suis comme le chaînon manquant. Je suis un anglophone, comme je vous dis. Donc, toutes les autres provinces, le support et ainsi de suite, on dirait que la filtration ne se fait pas. Il y a toujours eu une différence de langage. Donc, c'est comme un blocage. Moi, j'ai dit, je fais mes recherches, puis le blog, c'est un blog bilingue. Pour ceux qui sont anglophones, francophones. Je veux aider mon petit cercle.
puis prendre de l'ampleur par la suite. Donc, toutes les ressources, que ce soit pour la famille, le soutien, n'importe quoi, il y a info@veteritas.ca, pose des questions. On répond quand même assez rapidement. S'il y a quelque chose, j'ai toujours dit, là, d'ailleurs, quand j'ai passé à TVA avec Patrice Roy, je l'ai dit, la porte est toujours ouverte. Peu importe, là, il y a quelque chose, posez-moi les questions, je vais faire du mieux que je peux. Je ne suis pas un professionnel, c'est mes opinions à moi. Par contre, j'essaie d'aider le plus possible pour justement empêcher que ça arrive de nouveau. On ne se le cache pas, ça va sûrement arriver par la suite. Il va en avoir d'autres, mais comme je vous ai dit par avant, là, si je peux en aider juste un, Absolument. mon travail est fait. T'sais. Alors justement, si vous aviez un message à lancer aux gens qui nous écoutent, qui souffrent d'isolement, qui sont un peu comme vous étiez, là, isolés chez eux, ce serait quoi votre message? Moi, c'est de briser le silence. C'est vraiment axé sur briser le silence. C'est pas un tabou. Le suicide, là, il y a bien gros de gens. Là. Les gens, là, ils voient ça comme tabou. On n'en parle pas. Non. Faut le parler ouvertement. C'est quelque chose qui est flagrant au niveau des forces. Santé mentale, ils ont amélioré. Là. C'est vraiment... ça date pas d'hier. Je peux pas vous dire c'est qui l'écrivain qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Là. Mais lui, ça n'était un officier de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Puis pour aider avec son syndrome post-traumatique, il était écrivain, il a écrit, il se perdait dans ça. Moi, tu me demandes, le message que j'ai à passer, c'est que sortez de votre isolement, là, parlez-en. Là. Puis moi, je veux vraiment que ça soit axé sur mettre au courant la population, les premiers répondants, que ce soit les ambulanciers, les policiers, les infirmières, les amis, la famille. Tout le monde peut aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Essayer de comprendre. Même si je ne comprends pas tout à fait, si je ne suis pas un professionnel comme que je vous dis, mais quand on se parle entre nous autres, on s'aide mutuellement. Comme quand on s'aidait, quand on était justement après un combat ou avant un combat, on s'aidait. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, mais c'est dans un autre contexte. Le monde qui me connaisse, vous allez voir, les images sont faites exprès. Je suis dans mon camion avec mon chien, donc de promouvoir des chiens de service. La deuxième image qui passe, c'est moi au combat. La troisième image, je suis avec ma conjointe, Amélie Chanard. Elle m'aide beaucoup. On est en moto. Puis comme je vous dis, je suis passionné de la moto, donc puis j'ai mis s'efforcer à vivre, parce que à tous les jours, on s'efforce à vivre. Il faut reprendre le goût de vouloir vivre. Oui, malgré les circonstances que j'ai, je peux vous dire en 2 minutes qu'est-ce que j'ai comme syndrome, mais je ne veux pas m'enligner trop là-dedans, mais j'ai été diagnostiqué avec un burn-out, j'étais en dépression sévère, j'avais le Operational Stress Injury, c'est un stress opérationnel, puis j'avais le PTSD. C'est beaucoup les missions aussi qui ont fait c'est le bagage, un gros bagage lourd. Mais votre conjointe, oui, ma conjointe. Elle vous a rencontré, dans le fond, vous étiez sorti des forces ou vous étiez encore... Oui, j'ai sorti des forces. On s'est rencontrés en 2012. Écoute, elle était complètement... Elle connaît aucunement le milieu militaire, qui est quasiment bon. Ça m'a permis de sortir de mon milieu militaire puis me refaire une vie. Elle m'a supporté énormément. Elle est toujours à mes côtés. Mes enfants, c'est pareil. Sont très, très, très compréhensifs. Il y a des fois, on peut devenir une colère sans même s'en rendre compte. Puis mes enfants sont comme, c'est-tu correct, papa? Ils savent comment que je suis. T'sais. On est une belle petite famille. J'ai mon chien aussi. Ça comble tout. D'ailleurs, ça me fait penser, justement, la première fois que j'ai consulté, savoir qu'est-ce que j'avais, le psychiatre en tant que tel, il venait juste d'avoir un suicide à la base, puis elle me demandait, même à moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, là, t'sais. Moi, là, la seule affaire que je peux répondre, c'est que ici, aujourd'hui, il faut trouver un moyen pour s'ancrer, de vouloir prendre goût à la vie. C'est complètement nouveau hein, quand on rentre dans le civil. Puis je pense que
c'est un post-traumatique quasiment pour certains quand ils sortent des forces. Absolument. Tu sais, t'es encadré, tu es dans une petite boîte, là, puis tu t'en vas là, tu t'en vas là. Pack tes bagages, on s'en va. Mais quand tu arrives, là, c'est comme partir de la maison, là, à 18 ans, là, le monde est grand, là, qu'est-ce que je fais? T'sais? Quand tu as une famille, c'est pas toujours évident. Là. Mais les conjointes, je leur lève mes chapeaux. Je leur lève mon chapeau. Là. Écoute, ils sont capables de supporter. Là, c'est important. C'est vraiment important. Puis de pas arrêter de consulter si tu as besoin de consulter. Écoute, ça fait 7 ans que je suis sorti des forces, puis je rencontre encore ma psychologue. Là, c'est rendu aux 3 mois, mais c'est comme, j'appelle ça un changement d'huile. Je m'en fais mon changement d'huile. J'ai une crotte sur le cœur, tu sais, c'est à l'écope, tu sais. Faut vraiment pas s'isoler. C'est ça mon message, là. Faut pas s'isoler. Faut trouver un moyen de prendre goût. Puis le blog, ça me donne cette obligation, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, j'hésitais un petit peu de venir vous voir, mais j'ai dit non, il faut que je le fasse. Donc, je me suis donné cette obligation aujourd'hui de venir voir, de discuter de ma mission, qu'est-ce que j'ai fait. On n'a pas parlé beaucoup, mais du blog. Éventuellement, je veux aussi, ça devient un vlog pour que, tu sais, j'aille voir justement des gens qui sont isolés. Tu sais, je me promène en moto l'été, donc tu sais, vous allez me voir partout à travers la province. Je vais voir mes amis, les frères d'armes, les sœurs d'armes, on discute, je mets des photos. Tu sais, ça donne un petit peu l'idée de la personne. Ah, ouais, moi aussi, il faut que je sorte de mon. Tu sais, l'isolement, on peut dire quasiment, c'est mortel. Là, tu sais. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Yves Deschambault, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Je m'entretiens avec Annick Papillon, directrice adjointe Relations publiques, gouvernementales et développement à l'Armée du Salut, Division Québec. Bonjour Annick. Bonjour Dominique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Annick, quelle est la mission de l'Armée du Salut? La mission de l'Armée du Salut, elle est très simple. Elle est suivant 3 principes importants pour nous. Soupe, savon, salut. C'est un militaire qui, au 19e siècle, a commencé ça en Angleterre, en fait. William Booth, il a décidé de lancer ça parce qu'il se disait qu'il fallait aider les plus démunis et suivant ces principes-là, de leur offrir justement à manger, un réconfort aussi et vraiment de les soutenir. Donc, nous, on y va avec différents services à ce moment-là pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Et quels sont les services qui sont principalement offerts aux vétérans, par exemple? L'Armée du Salut offre différents services, comme on le sait. Il y a le magasin d'occasion, il y a notamment les plateaux de travail qui sont de la réinsertion sociale aussi, sur lesquels on mise beaucoup. Mais il y a les centres d'hébergement. Il y a l'hôtellerie pour hommes, il y a la maison Charlotte. Et c'est principalement à l'hôtellerie pour hommes que nous avons rencontré de plus en plus d'anciens combattants qui fréquentaient en fait notre refuge. Et on s'est rendu compte qu'ici à Québec, il y a des gens qui vivent dans cette réalité-là. Et on le sait, les anciens combattants, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, donc se sont déplacés énormément, qui parfois se retrouvent sans proches, sans famille, un peu isolés. Et c'est chez nous qu'on a constaté que, justement, ils étaient là et il fallait trouver une façon, probablement que c'est une situation aussi qui est vécue par d'autres refuges, là, mais on a constaté vraiment qu'ils avaient besoin d'une aide plus soutenue. Et quelle est cette aide? Comment les aidez-vous dans le fond, à reprendre là, le bon chemin, si on veut, ou du moins là, leur apporter du soutien pendant quelque temps? C'est important, en fait, d'établir un bon contact avec eux. Et c'est là où ça se corse un peu parce que les anciens combattants ont vécu des réalités qui sont très particulières, bien loin de ce que nous, civils, avons vécu. Donc, le mieux pour prendre contact avec eux, c'est vraiment de pouvoir parler leur langage et rien de tel qu'à ce moment-là, un ancien combattant lui-même qui peut établir ce contact-là. Et nous, ce que nous offrons, en fait, c'est un père aidant qui lui-même est un ancien militaire qui rencontre nos gens, en fait, sur une base régulière et avec qui il peut avoir un échange constant. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment établir un lien de confiance et pouvoir l'aider justement à se reprendre en main. Et les statistiques sont bonnes?
En fait, au départ, on n'était pas conscient, je pense, du fait qu'il y avait plusieurs anciens combattants comme ça qui se retrouvaient dans la rue, complètement isolés. Ils ne savaient plus où se tourner pour avoir de l'aide. Et on s'est rendu compte que c'était une clientèle qui, pas nécessairement s'affichait comme un ancien militaire, mais une fois qu'on l'a constaté, on s'est dit, OK, comment on peut faire? Et c'est pas nécessairement facile parce que si on ne parle pas leur langue, si on n'a pas vécu les mêmes choses, c'est plutôt difficile d'établir un contact. Donc, on a demandé, en fait, de l'aide de l'extérieur et on a trouvé à ce moment-là une aide là, qui est le support offert par le gouvernement pour pouvoir avoir de manière régulière un père aidant et qui puisse entendre justement leurs propos. Ça fait longtemps que l'Armée du Salut, dans le fond, est près des militaires. Racontez-nous l'histoire du beignet, de la journée du beignet. Oui, la journée nationale des beignets. C'est une journée très, très spéciale, il faut le dire aussi, parce que ça fait 100 ans que ça a lieu. Lors de la Première Guerre mondiale, hein, on avait des volontaires, des bénévoles de l'Armée du Salut qui ont décidé de soutenir les troupes militaires dans les tranchées avec cette guerre qui n'en terminait pas. Hein, et donc, ils ont décidé de faire des beignets. Et les beignets, en plus, se conservaient dans les tranchées, donc c'était une façon de réconforter les troupes tout en ayant là, la possibilité d'en offrir un peu partout, aussi dans les endroits plus difficiles d'accès. Et cette journée-là, en fait, est soulignée depuis 1938 à Chicago, mais plus récemment ici au Canada aussi. Tous les premiers vendredis du mois de juin, on offre des beignets pour se remémorer le fait que l'Armée du Salut et les militaires ont un lien qui est vieux de 100 ans finalement. Là, et donc, c'est une tradition pour nous de supporter nos militaires. C'est excellent. Dites-moi, Annick, de quelle manière les gens peuvent communiquer avec l'Armée du Salut, Division de Québec, ou même partout au Québec, les gens qui nous écoutent, s'ils connaissent quelqu'un qui aurait besoin de soutien, comment ça fonctionne? Bien, en fait, les centres d'hébergement, bien sûr, sont ouverts tout le temps pour écouter là, les demandes des gens. Alors, contactez nos centres d'hébergement ici à Québec. Pour d'autres services aussi, ils peuvent toujours contacter l'administration. On va rediriger les personnes aux bons endroits. Et donc, ça, pour ce faire, là, il y a le 88 641 0050. Et puis, à ce moment-là, vous allez trouver là, les services. Et si c'est un proche? Comment ça se passe? Comment l'Armée du Salut, les responsables peuvent entrer en contact avec lui? Est-ce que c'est plus l'Armée du Salut via le proche ou l'Armée du Salut peut directement prendre en charge la personne qui a besoin? Bien, en fait, on peut directement prendre en charge la personne qui cherche justement à venir vivre chez nous, en fait. Et nous, la personne directement, pour un conseil aussi, on a de l'écoute également. Donc, moi, je dirais aux gens justement de nous appeler, de nous contacter. Et puis, en fonction de leurs besoins, on va pouvoir donner une réponse qui est adaptée. On travaille toujours en partenariat, il faut le dire, avec les autres centres d'hébergement ici à Québec. C'est un travail d'équipe qui se fait sur le terrain. Et puis, donc, évidemment, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Et en région, puis un petit peu partout au Québec aussi, l'Armée du Salut est présente? Oui, exactement. On a 6 succursales un peu partout au Québec. On est également là, à Rimouski, on est à Sherbrooke, on est à Trois-Rivières, à Montréal. Et donc, on a différents services. Alors, le mieux, c'est toujours de nous appeler pour pouvoir voir les différentes options qui se présentent aux gens en fonction des besoins. Il faut le dire, l'Armée du Salut aussi va soutenir les familles. On a un service d'aide à la famille également qui est offert, où on offre des paniers alimentaires. On n'a pas de limite de secteur. Donc, si une famille a besoin justement de notre service, on va à ce moment-là y aller en fonction du besoin, non du secteur en fait. Annick Papillon, merci beaucoup de votre visite. Merci. Ça a été très apprécié. Merci. Merci.